Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour la soirée d'ouverture donc de la 16e saison de l'Université populaire d'art, littérature et cinéma. On pourrait ajouter musique, peinture, bande dessinée, photographie, danse, opéra, etc. Tant le programme est diversifié. Vous avez vu le générique de l'an dernier, on est un peu en retard pour celui de l'année qui vient, mais il ne vous a pas échappé que l'an dernier, il y avait Les graines du figuier sauvage, en ouverture avec Mohamed Rassoulov, ce film extraordinaire qui avait récolté des prix, bien sûr, qui a eu un énorme succès public. Et eh bien, on recommence, hein, on ne change pas une formule qui gagne, donc on recommence avec le cinéma iranien, avec un très grand du cinéma iranien, puisqu'il s'agit de Jafar Panahi. Et vous avez pu le voir derrière moi tout à l'heure, il y avait écrit que le film allait être commenté par la spécialiste, et non pas une spécialiste, la spécialiste du cinéma iranien. J'ai le plaisir d'accueillir Assal Bagheri. Bienvenue. Donc Assal, c'est pas la première fois que vous venez à Pessac. Vous êtes venu non pas en 2015. Dans le 2015, c'est un mauvais souvenir pour le Festival du film d'histoire. Je le glisse au passage parce qu'on reparlera tout à l'heure de tout ça, mais c'est l'année où le festival a été annulé du fait des attentats du 13 novembre et a été reporté au mois d'avril. Et le thème de ce festival, c'était Ainsi Proche-Orient, et vous étiez intervenu pour parler évidemment du cinéma iranien et des fans dans le cinéma iranien, puisque vous êtes sémiologue, linguiste, que vous avez écrit une thèse consacrée aux relations entre les hommes et les femmes dans le cinéma iranien, le cinéma post-révolutionnaire, que vous traduisez, vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure, vous traduisez et vous écrivez les sous-titres de tous les films iraniens qui sortent en France ? De temps en temps, quand même très souvent. Voilà, donc on est ravis de vous accueillir et vous intervenez souvent dans les salles de cinéma, justement, pour présenter les films. En l'occurrence, ce soir, c'est la Palme d'Or. C'est la première Palme d'Or de Jafar Panahi, mais ce n'est pas la première Palme d'Or du cinéma iranien, on y reviendra. Et puis vous allez justement, c'est la première d'une série de débats que vous allez faire dans les semaines qui viennent jusqu'à la sortie, j'imagine. Merci beaucoup François-Aimé. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être ici. Quand on m'a contacté pour dire Pessac, j'ai dit mais vous vous rappelez de moi? Je suis venue quand j'étais jeune, 2015-2016. Donc le temps est passé, mais le cinéma iranien reste toujours aussi prospère. Donc je suis ravie de pouvoir revenir ici dans une ville, dans un cinéma que j'ai aimé. Et donc pour vous parler du cinéma iranien en général, du cinéma de Panahi spécialement, et puis de ce film encore plus spécifiquement. Donc deuxième Palme d'Or pour le cinéma iranien quand même, donc le maître du cinéma iranien, Abbas Kiarostami, qui était le professeur de Jafar Panahi, l'avait eu pour la première fois pour le cinéma iranien en 97 pour Le goût de la cerise. Et donc voilà, plusieurs années plus tard, son élève, en fait, reçoit cette deuxième Palme d'Or pour le cinéma iranien qui le mérite amplement, je dirais. Je ne vais pas plus parler, je suis très bavarde, mais on aura, je pense, plusieurs minutes, même 1 heure peut-être, pour pouvoir parler après la projection. Donc, il me reste juste qu'à vous souhaiter une très belle projection et je vous retrouve avec François après. Voilà, merci beaucoup. Nous allons pouvoir enchaîner. Et comme l'a évoqué tout à l'heure Assal Bagheri, l'idée c'est un peu de revenir sur ce cinéma iranien qui est tout à fait exceptionnel. Bien sûr de parler de Jafar Panahi. Et puis enfin, bien sûr, de se concentrer sur le film que vous venez de découvrir. Et peut-être à la fin de notre échange, peut-être on essaiera de répondre à cette question qui est un peu un mystère, c'est-à-dire que on va y venir. Voilà, ça fait plus de 30 ans, on est en peut-être même 35 ans, je ne sais pas, que ce cinéma iranien glane des prix dans les festivals, rencontre le public aussi, de manière assez massive à l'échelle mondiale, et qu'il est
en même temps soumis à un régime extrêmement répressif, oppressif, et on a du mal à comprendre comment ça peut être conciliable. Alors, pour illustrer un petit peu ça, je me suis amusé tout à l'heure à relever un petit peu les prix que les grands cinéastes iraniens avaient glanés. Alors, on peut commencer par Jafar Panahi. Jafar Panahi, il a fait un premier film qui s'appelle Le Ballon d'Or, et il a reçu le ballon, pardon, et il a reçu la caméra d'or. Ensuite, il fait Le Miroir et il reçoit le Léopard d'or. Ensuite, il fait Le Cercle et il reçoit le Lion d'or. Ensuite, il fait Sang et Or et il reçoit le prix du jury à Un certain regard à Cannes. Ensuite, il fait un film qui s'appelle Hors-jeu et il reçoit l'Ours d'argent à Berlin. Ensuite, il fait Taxi Téhéran et il reçoit l'Ours d'or à Berlin. Ensuite, il fait Trois visages et il reçoit le prix du scénario à Cannes. Ensuite, il fait Aucun ours et il reçoit le prix spécial du jury à la Mostra de Venise. Et enfin, il fait Un simple accident et il reçoit la Palme d'or. Donc, à chaque fois qu'il fait un film, il a un prix dans un grand festival. Si on prend Asghar Farhadi, un de ses premiers films, c'est À propos d'Elie, il reçoit l'Ours d'argent à Berlin. Ensuite, il fait Une séparation en 2010, il reçoit l'Ours d'or, toujours à Berlin, l'Oscar du meilleur film étranger, le César du meilleur film étranger et le Golden Globe du meilleur film étranger. Ensuite, il fait Le Client, il reçoit à nouveau l'Oscar, deuxième Oscar pour Le Client. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui reçoivent 2 Oscars. Et ensuite, il a le Grand Prix à Cannes en 2021 pour Un héros. Alors, on pourrait continuer comme ça. Rassoulov, il a eu le Grand Prix à Cannes pour Les graines du figuier sauvage, ça c'était l'an dernier, j'en ai déjà parlé, mais il a eu aussi l'Ours d'or à Berlin pour Le diable n'existe pas, et le prix Un certain regard pour Un homme intègre. Alors, je vous ai épargné les prix de Abbas Kiarostami, puisqu'il y en a 40. Voilà. Donc c'est vrai que si on regarde l'histoire du cinéma, je crois qu'il n'y a quasiment pas d'autres cinémas dans le monde qui, pendant 30 ans, récoltent les prix à Cannes, à Berlin, à Venise ou à Locarno ou aux Oscars de manière aussi régulière sur le long temps. Et c'est vrai que c'est assez stupéfiant. Peut-être vous pouvez nous rappeler un peu pourquoi le cinéma iranien, notamment dans cette zone du Moyen-Orient, du Proche-Orient, c'est ce cinéma-là, malgré le contexte politique si difficile, qui est aussi productif, aussi créatif. Alors... Grande question. Oui, c'est intéressant. Et ça remonte à loin. Oui, c'est intéressant. Vous étiez en train de nommer tout ça. J'avais fait un article où j'avais essayé de recenser en fait tout ça, les prix importants et puis la corrélation avec l'accueil de public en France ou pas. Et à la suite de ce que vous disiez, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le public français est de plus en plus présent en fait, dans les salles pour revoir des films iraniens, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où le cinéma iranien avait des prix, mais les salles n'étaient pas si remplies que ça soit pour Kiarostami ou à l'époque de Panahi, au début, voilà, Sang et Or, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que l'Iran, c'est le pays de la région qui a une super grande production cinématographique, mais c'est parce que, en fait, l'histoire du cinéma en Iran, ça date. C'est-à-dire que, en fait, dès l'époque où le cinéma naît dans le monde, donc au début du précédent siècle, exactement à ce moment-là, donc dans les débuts du siècle, le roi de l'époque voyage en France et en Belgique et il rencontre la cinématographie et il en tombe amoureux. Et donc il demande à
à son photographe à son photographe personnel d'acheter un appareil et donc de s'y habituer. Et donc il rentre en Iran. Donc nous sommes en 1900, début 1900, et donc à ce moment-là, donc il commence à Kospochi à faire des films sur la cour. Pour la cour. Donc ça veut dire que l'Iran a une histoire cinématographique extrêmement ancienne, donc qui est tout à fait au même moment que la naissance du cinéma. Donc l'Iran a eu le temps de peaufiner sa technologie, sa technique, son regard en fait. Et donc les Iraniens sont devenus assez vite cinéphiles, c'est-à-dire dès lors qu'on leur a permis, c'est-à-dire au peuple, d'aller voir donc dans les années 20, donc les premières salles de cinéma dans les années 20, donc c'est assez tôt hein, dans le monde, oui, tout à fait. Si vous regardez l'histoire du cinéma dans le monde, et donc assez vite les Iraniens se sont précipités pour voir les films. Et donc, c'est resté quand même un très grand divertissement. Donc, le cinéma en Iran, et aujourd'hui même, mais ça a toujours été le cas, c'est quand même un des meilleurs moyens de divertissement en Iran. Donc voilà pourquoi, bien évidemment, donc ce cinéma existe, donc ça ne date pas d'il y a 30 ans, ça date du 1900, et donc depuis, ce cinéma a existé, et donc les films que nous voyons aujourd'hui, c'est l'héritage de quelque chose. Alors les films qu'on voit en France, et peut-être on dira un petit mot entre quand même les liens. On a vu au générique, il y a quand même Arte, il y a MK2, il y a Memento. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sociétés françaises au générique de ce film iranien. Donc il y a des liens anciens, réguliers, depuis déjà plusieurs décennies. Mais les films qu'on voit en France et les films qui sont montrés en Iran, c'est pas forcément les mêmes. En tout cas, montrés officiellement. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'il y a 10 ans, 20 ans, mais en tout cas, aujourd'hui, la plupart des films qu'on voit, comme par exemple celui qu'on vient de voir, puisqu'il n'a pas d'autorisation ni de tournage, ni d'écriture, et ni de projection, donc il n'est pas projeté dans les salles de cinéma. Donc la plupart des films qu'on voit aujourd'hui, en fait, ce sont des films non autorisés, mais ça, c'est après le mouvement Femmes, Vie, Liberté, c'est-à-dire après le septembre 2022. Avant, c'était différent. Et donc, par contre, à préciser que ces films sont bien évidemment vus par tous les Iraniens qui ont envie de les voir, parce qu'à un moment donné, ils sortent sur le net et donc ils le regardent illégalement et en général avec l'autorisation du cinéaste qui donne son appropriation pour que les gens regardent le film. Parfois même, c'est le cinéaste lui-même et son équipe qui vont mettre le film sans le dire. Une fois qu'il a fait ses tournées internationales, etc., pour que les gens puissent les voir. Parce que le réalisateur iranien, il a aussi envie que son premier public, qui a un public iranien, voit ses films. Donc ça, c'est le cas d'aujourd'hui. Mais par exemple, vous parliez de Asghar Farhadi. Asghar Farhadi, ses films ont toujours été projetés en Iran. Oui, les films comme Une séparation, c'est pas un film qui a... C'est un film c'est un divorce, c'est pas un film qui est consacré à la situation politique, même s'il peut y avoir des messages qui sont glissés. Oui, les messages, il y en a plein, mais c'est vrai qu'en fait, avant le mouvement Femmes, Vie, Liberté, le cinéma iranien était différent, c'est-à-dire qu'on avait un cinéma où on essayait quand même d'avoir une forme de négociation avec les autorités, parce que la société était aussi dans cette configuration-là. Et c'est vrai qu'après Femmes, Vie, Liberté, en fait, la société est devenue beaucoup plus radicale et les cinéastes indépendants aussi. Donc, ils ont décidé de ne plus faire avec la censure. Donc, il y a des éléments qu'on voit dans ce film qu'on n'aurait jamais pu voir, en fait, avant septembre 2022. Alors, justement, est-ce que vous pouvez... Parce que c'est parmi les mystères dont on va parler, quand même, il y a
la question, c'est comment ils font. Ouais. C'est-à-dire que comment quelqu'un comme Jafar Panahi ou Mohamed Rassoulov, qui ont été emprisonnés ou qui ont été interdits de sortie du territoire, qui ont été interdits dans les festivals, qui n'avaient pas d'autorisation de tourner. Bon, on vient de voir un film là, qui en termes de maîtrise technique, de mise en scène, etc. On n'a pas l'impression de voir un film tourné avec un téléphone portable et 3 francs 6 sous. On a l'impression de voir un vrai film. Or, le film a été tourné en Iran. On connaît des films d'Iraniens exilés qui tournent dans un pays dont les paysages, le climat, etc. peuvent ressembler à l'Iran, mais ils ne tournent pas en Iran. Là, c'est bien un film tourné en Iran. Donc, comment, en termes d'écriture, de tournage, de montage, ils arrivent à faire des films sous un régime comme celui-là? Ça, c'est une question compliquée et complexe, en fait. D'une part, on n'a pas vraiment la réponse, parce que si on avait la réponse... ils n'arriveraient plus à tourner. Voilà, exactement. Mais oui, vous avez raison de souligner que c'est un film qui a été fait en catimini, exactement comme le film que vous avez vu l'année dernière à l'ouverture donc de ce programme, Les graines du figuier de Rassoulov. Pareil, donc ce sont des films qui ont été faits en catimini, mais il faut savoir que quelqu'un comme Mohamed Rassoulov et comme Jafar Panahi, ce sont des gens, ils sont les pionniers du mouvement des films qu'on appelle les films underground en Iran. Qu'est-ce que c'est qu'un film underground? Ce sont des films qui se font en catimini, donc sans aucune autorisation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire clairement? C'est-à-dire qu'il faut filmer d'une manière, et il faut faire le montage, etc. Mais le tournage, c'est le plus compliqué. Il ne faut pas se faire arrêter. Donc, il ne faut pas se faire voir. Donc, on voit quand même dans le cinéma de Panahi, mais aussi dans le cinéma de Rassoulov, comment depuis 2009, où ils ont commencé à faire ce genre de film, puisque les autorités ont interdit à ces deux cinéastes et à d'autres cinéastes de faire des films. On voit bien la différence entre ces premiers films on va dire, underground, et aujourd'hui. C'est-à-dire que petit à petit, ils ont appris, ils ont commencé à comprendre comment faire pour échapper peut-être d'une certaine manière en fait aux autorités locales sur place, etc. Donc c'est un peu comme ça. Et puis je pense peut-être parfois aussi, si les services secrets connaissent d'une manière ou d'une autre les secrets de leur tournage, peut-être qu'ils se disent qu'ils sont aujourd'hui trop connus dans le monde pour avoir que ça serait peut-être plus compliqué pour l'Iran en fait de les arrêter ou d'arrêter leurs films, parce que d'autres se font arrêter mais qui sont peu connus. Je vous donne par exemple un exemple récent. Ali Ahmadzadeh, dont le dernier film s'appelait... comment ça s'appelait? Alors en persan, c'était Mantare Bohrani. Je ne me rappelle plus comment il l'avait nommé en persan. Il a eu un très grand prix. Je pense. C'était le film sur en fait un homme qui était donc drug dealer, et donc il allait dans les rues de Téhéran. Oui, tout à fait. Vous voyez, la loi de Téhéran. Non, c'est pas ça. Non, il est moins connu que ça parce qu'il n'a pas été projeté finalement en France, mais il a eu un très grand prix. Et après, Ali Ahmadzadeh, il est retourné en Iran, et là, il est en train de faire un film en catimini récemment. Donc ils l'ont découvert, ils sont allés chez lui, ils ont enlevé toutes ses affaires, ses caméras, ses ordinateurs, ses téléphones portables. Lui-même, il a été arrêté, après il a été relâché, mais tout son matériel est parti un peu en fumée. Parce que vous voyez, parce que les gens ne le connaissent pas dans le monde, même s'il a eu un très grand prix récemment. Donc je pense que le renommé de quelqu'un comme Panahi et de Rassoulov peut un petit peu dissuader
de faire, vous voyez, c'est-à-dire de faire des scandales. De venir sur le moment tout arrêter, etc. Néanmoins, on sait bien que, par exemple, quelqu'un comme Rassoulov a été quand même obligé de quitter le pays parce que il allait partir en prison sinon. Oui. Oui, donc c'est un peu ambivalent, parce que, à l'inverse, Panahi a été emprisonné, il a fait une grève de la faim, et finalement, il a été relâché, en 2022 ou 2023. Oui, mais c'est vrai qu'en fait, ils sont relâchés, mais ça, en fait, il y a eu de forme, on va dire, en tout cas, les autorités iraniennes essayent de donner une forme à tout ça. C'est pas je t'arrête, je te lâche. C'est, oui, vous êtes arrêté pour ceci, pour cela, donc pour nous, c'est absurde, vous voyez, donc parce que, en fait, vous avez dit des choses qui sont contre le régime, contre Dieu, etc. D'ailleurs, dans le film, ils en parlent de ça, dit, oui, exactement. En fait, Panahi, il met toujours de lui-même dans ses films. Et puis, après, donc, vous êtes relâché parce que vous avez fait, en fait, le temps qu'il fallait, etc. Donc, en fait, pour eux, ils essayent de mettre la forme pour dire on ne fait pas ça n'importe comment. Vous voyez, donc oui, Rassoulov c'est pareil, il a été relâché. Donc ça un peu, c'est fait d'une manière où, en tout cas, les autorités iraniennes ont envie de dire que les choses sont logiques. Mais bon, pour nous, ça ne l'est pas. Alors, un mot quand même, on a évoqué 4 cinéastes, il y en a d'autres en fait, ils sont très nombreux, on a vu cet été des films comme 7 jours ou La femme qui en savait trop par exemple. Donc si on se limite simplement à Kiarostami, Asghar Farhadi, donc le réalisateur d'une séparation, Mohammad Rassoulov, le réalisateur des Graines de figuier sauvage, et Panahi, le réalisateur du film de ce soir, qu'est-ce qui les rassemble, qui font qu'ils appartiennent au même cinéma, et qu'est-ce qui les différencie ? Oui, en fait, je viens de me rappeler du nom de film, donc pour ne pas être... parce que, bon, c'est pas bien de ne pas se rappeler le nom de film, c'est Critical Zone, en fait. Okay. Il a eu le Léopard, il me semble, donc c'est Ali Ahmadzadeh. Alors, pour répondre, en fait, à votre question... il y a une culture du cinéma, ce qu'on peut appeler du cinéma socio-réel en Iran. Un cinéma socio-réel qui ne date pas de la République islamique, mais qui date d'avant, qui date des années 60 et 70, donc avant la révolution iranienne, d'ailleurs même un peu dans les années 50, mais plutôt 60 et 70, il y a eu un genre de cinéma en Iran dont le nom était cinéma motefavet, le cinéma différent, ils avaient appelé ça. Donc différent de quoi ? Différent la production de l'époque qui s'appelait donc le genre film farsi, donc littéralement le film persan. Donc on avait le film persan en Iran dans ces années-là, qui était une très grande production, donc un peu calqué sur le cinéma indien et égyptien de l'époque, donc beaucoup de couleurs, de danse, des femmes en mini-jupe, toujours dans les cabarets, boire de l'alcool, faire des bagarres entre hommes, et puis toujours une femme à sauver, bien évidemment, n'est-ce pas, et morale sociale triomphant. Et donc, il y a eu donc un certain nombre de cinéastes intellectuels qui ont décidé de contrer ce cinéma-là. Donc, ils ont commencé avec 2 sous, 3 sous, à faire des films sans vraiment de grands acteurs, et puis sans couleur, avec plutôt noir et blanc, etc. Et donc, c'est de là qui vient aussi la reconnaissance du cinéma iranien dans le monde, par exemple, avec La Vache. Oui. De Merdjoui, que vous aviez, je pense, montré ici en 2016. Et donc ce cinéma-là, c'est un cinéma social, socio-réel plutôt, on peut dire. Et après la révolution iranienne,
ce cinéma-là, en fait, a pu avoir de plus en plus, on va dire, de valeur, mais bien sûr avec les règles de la censure. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand la République islamique a voulu que son cinéma existe, il voulait absolument faire en sorte de tuer le cinéma qu'il considérait comme décadent, donc le cinéma persan, le cinéma film farsi. Donc à ce moment-là, le cinéma socio-réel a commencé à prendre de plus en plus. D'ailleurs, ces cinéastes-là, comme Merjoui, ils ont continué, en fait, après la Révolution, de faire des films. Et puis, donc, j'arrive jusqu'au nom que vous aviez dit, qui sont les héritiers de tous ces cinémas-là. Quel est finalement le point commun de ce cinéma, on va dire, de ces films socio-réels? D'abord, en fait, ce sont des films qui parlent des mots MAUX, des mots de la société iranienne d'une manière ou d'une autre. Ça, je pense que c'est l'élément le plus important. Alors, deuxième chose, c'est être assez proche, on va dire, de l'image du réel. Donc, si on a des artifices cinématographiques, essayez de faire en sorte que ça ne se voit pas. Donc d'où les couleurs, d'ailleurs même ici on le voit, les couleurs sont désaturées, on n'est jamais dans les couleurs réelles ou même les couleurs saturées, on est toujours dans le désaturé pour montrer un petit peu une image documentaire finalement de l'Iran, même si ça ne l'est pas puisque c'est de la fiction. Donc je pense que ce sont ces éléments-là qui les rassemblent. Et puis, leur différence, c'est dans leur individualité, bien sûr. Donc, chacun a son style, a sa marque de fabrique. Et c'est ce qui fait qu'il n'y en a pas un, en fait, cinéaste important en Iran. Il y en a plusieurs. Alors, moi, ce qui me frappe, et je crois que quand même, c'est le cas de beaucoup de spectateurs, et quand j'ai égrené tout à l'heure les prix, il y avait souvent, parce que je n'ai pas tout listé, mais les prix du scénario. C'est-à-dire que il y a quand même dans ce cinéma-là une dramaturgie qui est souvent ramassée. Là, le film qu'on vient de voir, je ne sais pas si c'est sur 48 heures à peu près, le temps du film est extrêmement concentré. Et c'est un cinéma qui finalement est extrêmement basé sur le dialogue. Il y a énormément de scènes qui s'étirent en quelque sorte, notamment la scène finale, où voilà, on sent que tout ça est très écrit. L'impression qu'il y a une tradition très forte sur le scénario, en fait, sur un scénario très, très bien équilibré, très tendu, avec toujours il y a beaucoup de films aujourd'hui, malheureusement, où on voit arriver, on se dit, ouais, dans 10 minutes, il va se passer ça, dans 15 minutes, il va se passer ça. Bon, là, je pense que c'est compliqué de savoir ce qui va se passer dans les 5 minutes qui viennent tout au long du film. Donc c'est l'art d'écrire un scénario. Il y a une tradition particulière, un travail spécifique là-dessus. Comment ? Ce qui est en tout cas intéressant, c'est de voir qu'en général, et la plupart du temps, ce sont les cinéastes eux-mêmes qui écrivent leur scénario. Ça, c'est quelque chose qui est assez habituel, en tout cas dans ce cinéma-là. Donc, c'est eux-mêmes qu'ils écrivent pour pouvoir le filmer. Mais moi, je pense que ce cinéma iranien, leur particularité n'est pas que dans l'écriture. Moi, je pense que aussi, cette manière... il y a une forme d'urgence dans le cinéma iranien, je trouve, de plus en plus, mais ça a toujours été comme ça. On a l'impression que l'écriture, mais aussi la manière de filmer et de monter, il y a une urgence. Et c'est lié à la situation, bien sûr. Qui est liée à la situation iranienne, tout à fait, oui. Oui, ça se ressent. Alors, on arrive évidemment au film, et puis s'il y a des questions, on va passer le micro dans la salle et les autres salles pourront appeler. Quand on voit ce film, alors, le scénario est inattendu, évidemment. On va revenir sur la situation politique qui est décrite. Ce qui est peut-être un peu surprenant, c'est qu'il y a une forme d'humour dans un sujet extrêmement dramatique. Ça, c'est peut-être quand même un peu spécifique à Panahi, non ?
Oui, tout à fait. Ça, c'est très Panahi. Il a toujours été comme ça. Il y a toujours une forme dans tout, et de plus en plus d'ailleurs, en fait. Oui, Je c'est-à-dire pense plus c'est grave, oui, plus il faut rajouter un peu d'humour. Oui, et ses premiers films n'avaient pas ça. Mais récemment, en tout cas, de plus en plus, on voit ça chez lui. Et d'ailleurs, j'ai entendu à un moment donné dans la salle, les gens rigolaient. Parce qu'en fait, il dépeint toujours, dans ses derniers films, il y a une situation absurde et grotesque, d'une certaine manière. On a une image quand même absurde et grotesque de quelqu'un quand même en robe blanche, l'autre qui va dire « Ah, bah, elle vomit, elle est enceinte, le monsieur a fait les choses avant, etc. » Donc, et en même temps, quand il fait ça, il dit des choses de la société iranienne. C'est-à-dire que on a quelque chose d'assez, on va dire, assez trop évident chez Panahi d'abord, c'est-à-dire qu'il a quelque chose à dire, donc il le dit, et il le dit d'une manière très directe, parfois même trop directe au goût des Iraniens, je dirais, qui ont été habitués à un cinéma suggestif beaucoup plus poétique, n'est-ce pas, quand on regarde en arrière. Mais lui, en tout cas, il a posé, c'était un des premiers, à se positionner comme ça dans le cinéma iranien, d'être en fait sans détour, à dire des choses dans les monologues longs, où il a un message à passer, notamment toujours en général au système iranien, aux autorités. Et donc le sujet aussi, notamment dans ce film, c'est assez évident, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a un tortionnaire et puis il y a des gens qui ont été extrêmement maltraités et puis là, voilà, il doute, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? C'est une histoire éthique. Est-ce que je le tue pas? Qu'est-ce que je fais? Et donc les gens vont parler et donner leur avis pour que nous aussi on se pose la question de comment faire pour qu'une société sorte en fait finalement du cercle vicieux de la violence. Et après, donc quand on regarde plus près, on voit petit à petit des petites choses qui disent des choses un petit peu peut-être plus discrètes, mais plus intéressantes finalement de la société iranienne. Tous ces personnages secondaires qu'on voit 2 secondes, 3 secondes, 2 minutes, 3 minutes à l'écran dans le cinéma de Panahi, parfois disent beaucoup plus de choses que ce qu'on est en train de voir. Et ça, je pense que c'est la subtilité la plus intéressante du cinéma de Panahi. Le personnage de Salar, au début peut-être, par exemple. Encore plus même. Par exemple, les deux gardiens du parking. Oui, bien sûr. Là, c'est une notation sur l'autorité. L'autorité, la corruption. La corruption. Voilà. La corruption, c'est un peu un leitmotiv du film, quand même. Oui, mais là, on est quand même dans quelque chose, c'est-à-dire que c'est assez quelque chose de très... en tout cas, en Iran, c'est assez évident pour les Iraniens, c'est-à-dire que les petits gens, dès qu'ils ont un petit pouvoir, en fait, ils vont vous demander de l'argent. Donc, en fait, à chaque pas que vous faites, en fait, il faut donner de l'argent. Donc là, vous aviez les gens du parking. Après, vous avez le mec qui fait de l'essence, mais dès qu'il voit quelqu'un qui est marié, il demande, en fait, l'infirmière, pareil. En fait, ça montre quand même quelque chose. Il y a quand même un leitmotiv dans ce film qui dit, en fait, tous les gens qui vous croisent d'une manière ou d'une autre, ils veulent vous demander de l'argent. Oui, il y a quelque chose qui tourne pas, qui tourne pas rond. Alors, peut-être précisément, et n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez poser une question. Je dis ça pour Pessac, mais après, vous pouvez envoyer des messages au numéro qui est derrière moi pour les autres salles. Quand même un mot sur le fond du film, c'est-à-dire ce qui est dit de manière un peu rapide, c'est que à part le personnage principal dont on comprend qu'il a été torturé, emprisonné, torturé parce qu'il a manifesté en tant qu'ouvrier, il n'a pas été payé pendant 8 mois, il a fait une manifestation. On ne sait pas trop pourquoi les 4 autres personnages ou les 3 autres personnages ont été arrêtés, mais ça donne le sentiment qu'ils ont été arrêtés quasiment sans raison.
En fait, ça se dit, mais peut-être que pour le spectateur étranger, n'est pas évident, parce que la photographe, donc on entend à la fin que c'est parce qu'elle avait enlevé son voile à un moment donné, etc. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle a été arrêtée. Et donc, tous ces personnages-là, en fait, sont, comment dirais-je, archétypes de plusieurs personnes en Iran. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs filles qui ont été arrêtées parce qu'elles avaient enlevé leur voile. Il y avait des manifestations des ouvriers qui ont été vraiment... c'est arrivé aussi, bien sûr. Tout, en fait, c'est-à-dire tous les personnages qu'il a positionnés là, ce sont des archétypes de la société iranienne. Mais les autres personnages, on ne sait pas forcément. Là, vous donnez 2 explications, mais si, c'est quand même dit à un moment donné. C'est vrai que ça se dit vite fait, mais je pense que elle, c'est pareil. En fait, l'autre fille, ça doit être dans le même style parce qu'elles ont été arrêtées ensemble. Et lui, alors je me rappelle pas, mais je pense qu'à un moment donné, il a dit un petit truc. Il dit, on nous a arrêtés pour un petit quelque chose, et après. Mais en tout cas, c'est vrai que bon, les arrestations en Iran sont monnaie courante, mais là, ça parle vraiment de la jeunesse qui, en fait, que ces dernières années ont été arrêtées après Femmes, Vie, Liberté, notamment pour cause de manifestations contre le voile, etc. Voilà. Et on voit, alors, ils ont chacun des traumatismes, des séquelles, etc. Néanmoins, ils ont repris pied dans la vie. Donc ça correspond à ce qui se passe aujourd'hui ? Pas pour tout le monde. En tout cas, il y en a qui... ça dépend déjà des séquelles. Je pense que ça dépend de l'individu. Juste après Femmes, Vie, Liberté, en fait, il y avait plusieurs jeunes filles qui ont été arrêtées et ensuite libérées. Il y a eu pas mal de suicides, en fait, chez les jeunes hommes et chez les jeunes femmes. Donc, sûrement que les choses qui se sont passées n'ont pas pu... en tout cas être soignés pour ces jeunes. Donc, on a eu pas mal de suicides après ça. Donc, en tout cas, il y a certaines personnes qui essayent de reprendre leur vie, d'autres pas. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut jamais vivre normalement après une expérience pareille. Oui, ce que montre quand même le film dans les propos de chacun des personnages. Alors, juste avant de passer le micro à Pessac, juste un message, c'est pas une question, d'une spectatrice. Pas de question, mais simplement bravo Madame Bagheri pour l'incroyable pertinence de vos analyses, entre autres des films comme Mon gâteau préféré, qu'on n'a pas cité, mais qu'on a diffusé il n'y a pas longtemps et qui fait partie des films qui ont été très appréciés, et Les graines du figuier sauvage et Courage au peuple iranien. Alors, une question ici. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour nous montrer ce film. Parmi les choses qui m'ont étonnée aussi, quand la parturiente arrive à l'hôpital en urgence médicale, on lui dit qu'on ne peut pas s'occuper d'elle parce que son mari n'est pas là. C'est une réalité ? En tout cas, il faut de la famille proche et carte d'identité. Je ne sais pas exactement, je me demande en France, si on arrive sans zéro information, c'est quand même un peu compliqué, je pense, à l'accueil. Mais on accueille, oui, c'est ce que je me disais. Mais en tout cas, oui, en Iran, au départ, je ne pense pas que ça soit exactement la question du mari, mais ça aurait pu être aussi de la vraie famille, en fait. Mais après, ce qui me... je pense, ce qui est plus compliqué en Iran, c'est la question de l'argent. C'est-à-dire que dès lors que vous amenez quelqu'un dans un hôpital, sauf si c'est un hôpital public, mais en général les hôpitaux sont privés, il faut tout de suite payer. Et donc là, on le voit d'ailleurs dans le film, c'est-à-dire dès lors que vous êtes pris en charge, il faut absolument payer et c'est pas donné. Mais ce qui est
très bien montré aussi dans le film, c'est aussi tous les gens qui essayent de faire autrement, par exemple le médecin. Dès lors qu'il voit qu'en fait cette femme est dans une situation critique, il dit c'est ma responsabilité. Parce que c'est vrai que la jeune fille à l'accueil, en tout cas, elle peut pas prendre la responsabilité contre les lois, mais comme elle est enceinte, notamment, donc il faut quand même le mari ou une carte qui montre qu'elle est mariée à quelqu'un. C'est le rappel de la situation. Parce qu'on ne peut pas, en fait, entre guillemets, dans les lois de mœurs, dans la loi iranienne, vous ne pouvez pas être enceinte sans avoir de mari. Ben oui, c'est pas possible, bien sûr. Alors, un message d'une autre salle. Bonsoir, la fillette est très réfléchie et responsable. Est-ce aussi un archétype des enfants qui vivent en Iran ou qui représentent du moins un certain niveau social et intellectuel? Merci à vous, de Fronton. Alors, il y a cette vivacité, cette modernité chez ces jeunes filles dans la scène d'ouverture, dans la voiture. Oui, c'est vrai. On voit d'ailleurs ça beaucoup dans le cinéma iranien. Il y a toujours un enfant et en général, c'est toujours une petite fille. Vous l'avez remarqué. Oui, d'ailleurs, le cinéma de Panahi, dès le début. Taxi Téhéran. Oui, et puis il y avait donc le ballon blanc, mais moi, mon film préféré de Panahi, c'est Le Miroir, dont le personnage, c'est cette petite fille Mina, en fait, qui déborde de l'énergie et de l'intelligence. Je vous conseille de voir ce film si vous l'avez pas vu, c'est son deuxième film fait en 97, extraordinaire. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le personnage de l'enfant, et notamment de la petite fille, est un personnage très important dans le cinéma iranien. Donc, à un moment donné, parce que comme on ne pouvait pas faire des choses aux adultes et faire dire des choses aux adultes, on prenait des enfants et donc on remplaçait un petit peu en fait l'image de l'adulte par l'image de l'enfant, remplaçant d'une certaine manière l'adulte. Et donc de là, c'est resté cette culture de l'utilisation de la jeune fille, de la petite fille en fait dans le cinéma iranien, qui toujours est d'une certaine manière, pour moi, dans tous les films que vous avez cités d'ailleurs de Farhadi, etc., c'est toujours témoin de quelque chose et on a l'impression de la responsabilité qu'elles ont sur le dos. Donc moi je sais que par exemple quand je re-regarde le film de Miroir de Panahi de 97, je me dis en fait c'est cette génération là que Panahi a montré en 97 qui a 7 ans qui plusieurs années plus tard fait Femme Vie Liberté, devient Femme Vie Liberté, oui. Et que Panahi en 97 nous montrait déjà en fait l'audace de cette génération-là, de l'époque, qui avait 7 ans, 8 ans, qui enlevait le voile et qui commençait à crier contre le patriarcat. En tout cas, une culture profonde de l'utilisation de l'enfant. Les jeunes filles dans les graines du figuier sauvage aussi, après, aussi, bien sûr, qui s'opposent à leur père. Alors, une autre question revient à la dimension politique répressive. Bonsoir, que risquent les actrices et les acteurs? Les propos très violents contre le régime ici n'entraînent-ils pas des attestations pour des personnes moins connues que le réalisateur? Est-ce que finalement, voilà, le réalisateur il est peut-être protégé par sa notoriété, mais tous ceux, enfin là il y a 7-8 acteurs importants, quels risques ils prennent? Alors, en général, le plus de problèmes, c'est toujours pour le réalisateur, parce que c'est lui qui est, on va dire, l'architecte de la pensée. Après, les autres, c'est de cas par cas, mais bien évidemment, en tout cas, je peux dire le monnaie courante dans tout ça, c'est les interrogatoires après interrogatoires, c'est-à-dire vous êtes demandé quand même pour venir répondre de vos actes, etc. Mais en tout cas, jusque-là, dans tous ces films, on va dire underground qui ont été faits en catimini,
catimini. Pour l'instant, on n'a jamais arrêté et emprisonné une actrice ou un acteur. Certaines ont pris la fuite aussi parce qu'elles avaient peur. Par exemple, les 3 jeunes actrices du film de Rassoulov, de Graine, elles se sont parties en fuyant le pays, comme le réalisateur d'ailleurs, juste avant le festival de Cannes. Mais en tout cas, l'équipe de film de Panahi est retournée en Iran. Mais ces filles, elles ne peuvent pas jouer dans d'autres films autorisés en tout cas. Mais ce ne sont pas des actrices connues. Elles se condamnent donc à ne plus pouvoir travailler, en tout cas de manière classique. Tout à fait, de manière classique. C'est pour ça que dans beaucoup de ces films qui se font en catimini, les actrices ne sont pas des actrices connues ou parfois ne sont pas vraiment des actrices aussi. Oui, c'est des noms professionnels. Mais par exemple, dans le film Les graines de figuier sauvage, la maman du film est une actrice très connue du théâtre. Pas du tout du cinéma, mais du théâtre. Mais avec ça, elle s'est condamnée à ne plus jouer au théâtre, en tout cas. Oui. Alors, une question à Pessac. J'ai une question à propos du titre. Ce titre, Un simple accident, qui est ironique. Est-ce que c'est la traduction Est-ce que c'est la traduction exacte du titre iranien? Ou est-ce qu'il y a un autre titre? Oui, tout à fait. Alors, c'est rare que les distributeurs français laissent la poésie et l'ambiguïté des titres iraniens. Parce que les distributeurs français, je pense, trouvent que le public français doit avoir des titres très clairs. Mais en tout cas, nous avons de la chance. Ce titre-là est un titre, oui, Yekta Sodo Fesode, c'est un simple accident. Et Memento, en fait, qui est sorti, parce que c'est les distributeurs qui décident, il fait partie de ces distributeurs qui essayent, mais je pense que c'est l'expérience de travail avec Farhadi, de ne pas changer les titres, tant qu'ils peuvent en tout cas. Ils respectent... Oui, une autre question ici. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même la description de ce qui s'est passé en prison pour tous ces personnages est tellement terrifiante. Vous dites que l'État essaie de jongler en s'adaptant, mais Panahi décrit des conditions terribles de la prison, et l'État a-t-il supporté que Panahi dise des choses pareilles et revienne dans le pays? Alors, la question était, est-ce que l'État a supporté que Panahi dise ces choses terribles sur la situation iranienne? La seule chose que je peux vous dire, c'est que Panahi a eu l'autorisation de sortie après 15 ans, parce que pendant 15 ans, depuis 2009, il n'avait pas le droit de sortir du pays et il n'avait pas le droit de parler aux médias. Après ce film, il a eu l'autorisation. Il est sorti, il est allé à Cannes, il a eu sa palme d'or, il a parlé avec tous les médias, il est reparti en Iran, il est ressorti, en ce moment il est en Europe. Donc c'est tout ce que je peux vous dire en tout cas dans l'état actuel des choses. Alors, une autre question à Pessac ici, 4e rang, au centre. Oui, on a commencé avec la notion d'humour et je trouve qu'il y a une scène un peu emblématique avec En entendant Godot, où le questionnement en entendant Godot peut être aussi métaphysique et existentiel. Et là, je trouve qu'il est déplacé justement avec la question de l'urgence dont vous parliez. Est-ce qu'on bascule du côté de la vie ou de la mort quand ils sont près de ce trou? Ils sont tous là. Et je trouve que c'est une des scènes les plus fortes du film, où là, ils posent un dialogue incisif sur la question justement de la responsabilité, la vie, la mort. Ils se renvoient à chacun leur point de vue. C'est très puissant. Et je voulais avoir votre point de vue sur cette scène. Merci. En tout cas, il fait partie de cette grammaire des derniers films de Panahi, où il a l'habitude maintenant de faire des plans séquences,
n'est-ce pas? Oui, très long. Très long. À la fin en particulier. Où, en fait, la parole est libérée et la parole est longue. Et donc, on essaye comment dirais-je, de résumer toute la pensée du film dans, en tout cas, ce genre de plan séquence. Et donc, c'est maintenant devenu un peu habituel chez lui. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que là, il se pose des questions. Mais la réponse arrive à la fin du film, c'est-à-dire que dans la dernière séquence, finalement, en fait, les trois autres partent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se venger, et c'est les deux qui restent aussi, finalement, ils ne se vengent pas, ils ne le tuent pas, en fait, ils le laissent libre. Donc on a ces questionnements, et puis à la fin, il donne quand même sa réponse, Panahi, c'est-à-dire que il fait un cinéma dans lequel, où ce n'est pas le cas de tous les cinéastes iraniens, par exemple notamment Farhadi, qu'il ne donne pas les réponses, mais Panahi en tout cas, il y a une esquisse de réponse. Il y a une réponse, non? Oui, on est d'accord. À leurs risques et périls, et donc on a le plan final, c'était une des questions, c'est le personnage qui revient, ou en tout cas qui revient en vrai, ou dans ses pensées, en tout cas il est toujours présent. C'est ça, mais en fait on l'entend, à la fin de la fin, on l'entend, les pas qui se rapprochent et après ils s'éloignent. On entend, il faut le voir 3-4 fois le film, je pense, pour bien l'entendre, mais en tout cas il s'éloigne. Ou peut-être en fait c'est mon imaginaire de l'Iranienne qui aimerait penser ça. Alors si on fait un sondage dans la salle, peut-être qu'on aura des perceptions différentes. En tout cas, on entend les pas, ça s'arrête et on les entend à nouveau. Oui. Attendez, il vous faut le micro. Je vous entends pas. Hein. Moi, enfin, il y a un travail de hors-champ sur le son que je trouve incroyable dans le film. Un hors-champ aussi avec le personnage qui est dans le coffre qu'on voit jamais, aussi visuel. Et en fait, au début du film, il le reconnaît quand il marche dans le garage, qu'il est impatient, qu'on lui répare sa voiture et qu'il fait les 100 pas en faisant des allers-retours. Et il le voit au carreau, alors qu'il ne voit pas sa tête. Donc on comprend qu'il identifie évidemment à sa démarche et au son. Et à la fin, mais peut-être je me trompe, j'ai le sentiment qu'on ne sait pas si il fait les 100 pas et qu'il attend là-haut, ou si c'est un traumatisme dans sa tête. Moi, je le perçois un peu comme ça. C'est tout l'intérêt du film, en fait. Est-ce que il est vraiment là, ou est-ce que c'est dans sa tête? Oui, parce qu'ils disent tous qu'ils ont été traumatisés et qu'ils entendent des voix et qu'ils entendent, etc. Donc là, chacun a malgré tout sa lecture. Alors, on va pas tarder à terminer, on va prendre une ou deux questions. Moi, tout à l'heure, on évoquait quand même très rapidement les liens très forts entre ce cinéma iranien politique et un pays en particulier, c'est la France. Quand même, depuis longtemps. C'est-à-dire que ces films sont coproduits, financés. Parce que, bon, vous avez dit tout à l'heure rapidement que les films étaient vus en Iran piratés. Ça veut dire qu'il y a 0 recette. Là, c'est l'exploitant de cinéma qui parle. Et donc, comment on peut financer un film s'il n'y a pas de spectateurs qui payent pour aller le voir, des spectateurs ou des téléspectateurs. Et donc, les recettes, elles viennent d'où? De France, Déjà de l'international, en tout cas pour ces films-là. Et puis, beaucoup de la France, oui, parce qu'en fait... je pense que la relation que a d'abord le public français avec le cinéma iranien a beaucoup incité, parce que c'est comme ça que ça se passe et c'est pas le contraire, c'est le public français qui a incité les producteurs, les distributeurs, même les salles de cinéma, de prendre ces films-là, de coproduire et de les distribuer. Et même, alors ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, on voit des noms qui ne sont pas connus aussi, qui sont dans la coproduction.
Après, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des coproductions en Iran, avec la France, il y a l'Allemagne aussi qui aide pas mal, mais qui n'y arrivent pas. Parce qu'en fait, la force cinématographique iranienne est grande. On a toute une jeunesse qui a envie de faire des films, mais on en voit quelques-uns finalement ici. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et quand on regarde les chiffres des sorties en France pour le cinéma iranien aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, un cinéma où vous connaissez pas vraiment les acteurs, où c'est sous-titré, etc., où on rit pas, tout ça. Oui, en général, c'est pas des comédies. Et même, en fait, ceux qui sont vraiment même pas connus. Moi, je regardais les chiffres. Là, le film dont vous parliez tout à l'heure, 7 Days, le 7 jours de Ali Samadi, personne ne connaît le réalisateur, personne ici en tout cas ne connaît l'actrice, etc. C'est sorti le 6-7 août, c'est-à-dire le moment où vous êtes tous en vacances, et on est à 30 000 entrées. C'est quand même... à l'échelle c'est incroyable pour un petit film peu connu. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai public. Alors je ne vous parle pas des 500 000, 700 000 pour Rasulov, pour Panahi, etc. Donc c'est le public finalement qui adore le cinéma iranien, je pense. Alors, une dernière question de Guillaume du Jean Renoir à Pontcharrat. C'est la première fois que Jafar Panahi n'apparaît pas dans son film. Très bonne question. Pourquoi? Alors, c'est qui l'a posé? Alors, c'est Guillaume du Jean Renoir à Pontcharrat. Alors, Guillaume, merci pour la question, parce que c'est quelque chose dont je voulais absolument parler. Et alors, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que à partir de 2009, parce qu'en fait, le cinéma de Panahi a 3 phases. Il y a la phase avant 2000, où il a fait 2 films dans les années 90. À chaque fois, donc, le personnage est une petite fille. Et c'était des films autorisés à l'époque. De toute façon, à cette époque-là, tous les films qui sortaient étaient autorisés. Parce que c'était très compliqué de vouloir faire un film en catimini, avec des gros caméras de l'époque, etc. Vous imaginez bien. Et après 2000, en fait, il y a une deuxième phase qui commence. C'est la phase où il va pouvoir avoir les autorisations, parfois de l'écriture ou de tournage, mais jamais l'autorisation de projection. Parce qu'il donnait un scénario, il en faisait autre chose. Et donc, le résultat n'était pas ce qu'ils attendaient. Donc, mais tous ces films-là ont été primés à l'international. Et c'est une phase où il a beaucoup parlé des femmes. En fait, beaucoup parlaient des femmes avec Le Cercle, ça a commencé, jusqu'à 2009. Avec Hors-jeu aussi? Hors-jeu aussi, bien évidemment, et donc jusqu'à 2009. Et troisième phase de sa carrière commence en 2009, où il va vraiment devenir en fait un des maîtres de cinéma underground, parce que on lui a interdit de faire des films, parce que lui et Rasulov, on soupçonnait, en tout cas les autorités soupçonnaient qu'ils avaient des images de mouvements contestataires de 2009, le mouvement vert, et qu'ils voulaient en faire un film. Donc à partir de ce moment-là, il n'avait plus le droit de faire des films, donc il a commencé à faire des films en catimini, et il a commencé à se mettre en scène. Donc il y a 2 choses dans cette partie-là. C'est lui-même, il se met en scène, et il y a aussi la mise en abîme. C'est-à-dire, c'est Panahi des 2 côtés, quoi. Panahi en tant que sujet filmé et Panahi en tant que sujet filmeur. Pourquoi? Parce que comme c'était compliqué, quand on vous dit vous ne pouvez plus faire de film, il se dit si je peux plus rien faire, je vais mettre la caméra sur moi-même et je vais faire des choses sur moi-même. Et petit à petit, donc au départ, Taxi Téhéran en particulier. Oui, tout qui est devenu très connu ici, mais avant ça, il y avait aussi Close Curtain, qui n'a pas eu de distributeur ici, parce que et donc en fait à chaque fois, il y a 2 choses qui sont très particulières de ce cinéma, de cette troisième phase
phase de sa carrière. Donc lui-même en tant que filmeur et en tant que filmé, et de l'autre côté, les espaces exigus. Donc soit une voiture, soit juste une maison fermée. Donc le premier de ces films en 2009, c'était un film que j'ai beaucoup aimé aussi, qui s'appelait « Ceci n'est pas un film ». Oui. C'est le film où il y a une légende autour, où on dit que la clé USB est partie dans un gâteau jusqu'à Cannes. C'est une légende, bien sûr. Et donc, c'est là où il commence... C'est une belle légende. Oui, très jolie, qu'on va garder et qu'on va écrire dans les livres de cinéma. Et donc, là, il va commencer à tourner la caméra vers lui-même. Et donc, dans son appartement, il va commencer à tracer, en fait, sur le tapis en disant « Si je pouvais faire mon film... » J'aurais fait ça, ici c'était la fenêtre, la fille aurait été ici, etc. Et à partir de là, il y a quelque chose petit à petit dans chaque film qui va évoluer. Il y a vraiment une vraie évolution dans cette partie-là de sa carrière, après jusqu'à Taxi Terran où il va sortir. Il va être quand même dans la voiture, donc dans un espace fermé. Mais vous savez bien que la voiture, d'ailleurs du coup je reviens à ce film-là. Là c'est le van. C'est quelque chose de particulier, la voiture, dans le cinéma iranien, parce que la voiture est un des éléments très importants, un personnage à part entière du cinéma iranien. Parce qu'en fait, c'est un espace qu'on peut considérer comme semi-privé, semi-public. Donc, ça vous permet, en fait, de faire des choses. Par exemple, quand il fait Taxi Terran avec cette petite caméra, donc personne ne va comprendre qu'il est en train de faire un film. Et en même temps, il va créer cet espace de liberté de parole où tout le monde va venir dans sa voiture et ils vont parler. Et ici, il va aussi utiliser ce van où il va protéger ses acteurs et ses actrices quand même, puisque les choses vont se passer à l'intérieur de ce van et personne ne va les voir. Donc ni la police, etc. Et donc, pour revenir à la question de Guillaume, donc il a évolué jusqu'à ici, où c'est la première fois depuis 2009 où il ne se met pas en scène, c'est vrai. Et il n'y a pas la mise en abîme non plus. Parce que là, la plupart des cinéastes indépendants qui ont décidé d'être dans la veine de Femme, Vie, Liberté, il essaye de montrer Femme, Vie, Liberté. Et donc, ce film, c'est un film qui plus part... se mettre en avant. Voilà, donc il ne se met pas en avant, mais il met en avant, en fait, la jeunesse qui essaye, en tout cas, de changer les choses à l'intérieur du pays. Néanmoins, Guillaume, il faut dire que certes, on ne voit pas Jafar Panahi dans le film, mais on l'entend quasiment à chaque phrase de chacun des personnages. Et ça, c'est assez intéressant, je dirais. Et là, le personnage, merci, le personnage de la photographe, c'est l'incarnation de Femme, Vie, Liberté. C'est la mariée aussi, mais c'est quand même elle qui, au bout du compte, finit par exiger du tortionnaire qu'il regrette, etc. C'est elle. Oui, et elle pardonne aussi à la fin, puisqu'elle part. Exactement. Voilà. Mais en tout cas, oui, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté, c'est aussi cette idée de passer à autre chose, dans la joie. Bon, ici, on ne voit pas la joie, mais en tout cas, il y a l'idée de la naissance de l'enfant, et puis il y a l'idée aussi du mariage. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer dans l'avenir, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, l'idée principale de mouvement Femmes, Vie, Liberté, c'est passer au-delà de la haine. Et d'ailleurs, le slogan Femmes, Vie, Liberté dit tout, quoi. Il ne dit pas mort à tel ou à tel, il ne dit pas abat à tel ou tel, il dit Femme, Vie, Liberté. Donc tout est dedans, je pense. Merci beaucoup Assal Bagheri, merci beaucoup.